Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis content de vous voir pour cette 8e session. Et on va travailler sur la leçon 5 dans la question de la science, la vie et les origines. Donc, 8e session, on est presque rendu à mi-chemin. J'estime qu'on va travailler à peu près 18 sessions de temps. Donc, on est presque rendu à mi-chemin. Il va falloir accélérer un peu si on veut, surtout dans le livre de l'Apocalypse, si on veut couvrir tout le matériel. Mais de toute manière, on pourra faire une extension au semestre, il n'y a pas de problème dans notre session. Puis, donc, je suis bien content de vous voir. J'aimerais qu'on puisse prier avant de débuter ce soir. Prions. Père Céleste, encore une fois, Seigneur, nous nous appuyons sur les promesses des Écritures et sur ta bonté envers nous. Nous te demandons ce soir, Père, de nous bénir alors que nous étudions ces sujets importants. Et Seigneur, Père, nous te prions que tu puisses vraiment nous aider à développer de bonnes convictions chrétiennes pour ta gloire. Bénis-nous ce soir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc ce soir, on débute une des leçons qui va toucher un sujet plus en particulier. Et ce soir, on veut commencer à parler sur la question de l'origine de la vie. Il y a une chose qui est évidente pour tout le monde lorsqu'on regarde la création autour de nous. Il y a de la vie. Il y a amplement de vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime ça regarder des émissions, des reportages sur les animaux, des reportages sur tous les insectes, puis toute la manière que ça fonctionne dans l'écosystème. Puis quand on regarde ça, c'est frappant de voir toute la vie qu'il y a autour de nous. Mais cette vie-là vient de quelque part. Et donc, on va regarder ce que l'évolution propose comme origine pour la vie et ce que les Écritures proposent aussi pour origine, au sujet de l'origine de la vie et ce que la science a à dire sur la question. Peut-être vous allez être étonné de voir cela. Mais donc, juste pour vous donner un peu un survol de ce qu'on va voir dans cette question de l'origine de la vie, on va voir qu'il y a un débat. Presque toutes les questions qui ont affaire avec les origines, il y a toujours un débat dans notre société occidentale. Ensuite, on va voir les tentatives de créer la vie en laboratoire. Est-ce que la vie a été créée en laboratoire, comme on le sous-entend des fois? On va voir si ça s'est produit. Ensuite, on va voir les probabilités pour la vie. Une des sciences des mathématiques, c'est la science des probabilités, où on est capable d'estimer les chances qu'une chose se produise par hasard. Et je vais vous donner des exemples bien simples tout à l'heure. Vous allez voir, on va comprendre cela, ces probabilités-là. Ensuite, quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour la vie? Aujourd'hui, depuis surtout les années 50, là, quand je parle des années 50, je parle de 1950 en montant, on connaît beaucoup plus les mécanismes de la vie. On connaît beaucoup plus la vie moléculaire, on connaît l'ADN, on connaît toutes sortes de détails. On peut s'imaginer qu'est-ce que ça prendrait pour que la vie soit apparue il y a des milliards d'années dans un processus naturel. On va regarder un peu c'est quoi les idées des évolutionnistes concernant cela. Puis on va terminer nécessairement, on ne voit pas tout cela ce soir, puis on va terminer par la complexité de la vie. Là, on va juste plonger dans certaines molécules, plonger dans certains phénomènes naturels pour pouvoir voir la grande complexité de la vie. Voir comment est-ce que le Créateur est grand. Vous savez, plus qu'un effet est grand, plus que la cause doit être grande. Et les effets sont extraordinaires tout autour de nous. Et David disait, lorsqu'il regardait dans le psaume 19, il regardait la création de Dieu, puis il disait, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Puis il était ébloui dans le psaume 8, il dit, quand je considère le soleil, puis les étoiles, puis la lune que tu as créée, il a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Et alors qu'on regarde la vie, alors qu'on regarde la gloire de Dieu autour de nous, on peut se tourner vers lui et dire merci, comme tu es grand, comme tu es grand. Donc on va vraiment vouloir rendre toute la gloire au Seigneur. Donc on veut débuter ce soir par le débat. Ce débat-là concernant l'origine de la vie. Un auteur dit, un évolutionniste, la vie apparue sur la terre
à partir de matière inanimée, par un quelconque processus évolutif, il y a environ 4 milliards d'années. Maintenant, quand on voit une déclaration comme ça concernant quelque chose du passé, vous vous souvenez que la méthode scientifique ne peut pas vraiment tester quelque chose du passé, elle peut donner des hypothèses, essayer d'expliquer certaines choses. Mais quand on voit une déclaration comme ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il sait cela ou est-ce que c'est ce qu'il croit? On n'a pas besoin de se poser bien la question, il répond lui-même. Il dit, ceci n'est pas une déclaration de fait démontrable par la science, mais le présage. J'ai trouvé ça frappant qu'il utilise ce mot-là, le présage. Un présage, c'est une opinion, une impression, une croyance, ça fait partie de la foi. Mais il dit le présage presque universellement partagé par les spécialistes, aussi bien que les scientifiques en général. C'est ce que le monde scientifique croit. C'est comme ça qu'ils imaginent que le passé s'est produit. Ce n'est pas soutenu par des preuves directes et il ne le sera probablement jamais, mais c'est en accord avec les preuves que nous possédons. Puis là, il pense à quelque chose d'autre parce qu'il n'en présente aucune preuve pour soutenir cette hypothèse-là que la vie vient d'un processus évolutif. Lorsque je faisais ma formation en logique, pour pouvoir développer une logique chrétienne qui était valable, il nous disait toujours, quand vous entendez quelqu'un dire dans une conversation, « il me semble que », ou « il paraît », ou « il est possible que telle et telle chose se soit produite », ou c'est un présage qui est universellement accepté. Et dire, remarquez cela, parce que les gens sont en train de confesser que ça fait partie de leur foi. Ils sont en train d'admettre finalement que c'est ce qu'ils ont l'impression, mais ils ne peuvent pas le prouver. Puis la parole de Dieu nous dit qu'ils se donneront dans les derniers temps une foule de docteurs, d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Carl Sagan, qui est un des grands agnostiques du 20e siècle, a dit qu'une des raisons principales pour lesquelles il rejetait le créationnisme, pour lequel il mettait un gros X sur la Bible, c'était que si c'est vrai qu'il y a un créateur, alors ce créateur-là doit de nous dicter sa morale, puis ça nous priverait de nous plaire dans nos passions sexuelles. Et il était assez honnête pour dire la moralité chrétienne, c'est un empêchement pour nos passions charnelles. C'est pas le seul qui l'a avoué. Et donc, ils ne veulent pas de ces choses-là, parce que dans le fond, ils ne veulent pas du Créateur. Même lorsque le Créateur travaille dans leur vie, même lorsqu'ils considèrent ses œuvres, puis qu'ils sont inexcusables, Romains chapitre 1 au verset 20, à cause de la création de Dieu, ce qu'ils voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, même là, ils refusent de lui donner la gloire, ils refusent d'accepter sa volonté. Donc, le débat, quel est le modèle évolutif? Le modèle évolutif, qu'est-ce qu'il dit sur la question de l'origine de la vie? Premièrement, il dit que la Terre fut formée il y a environ 4,6 milliards d'années. Vous savez, lorsqu'on va étudier les méthodes de datation, on va s'apercevoir que les méthodes de datation ne prouvent pas que la Terre est vieille de 4,6 milliards d'années. En fait, on se base sur on appelle ça la géologie, l'étude de la Terre, puis surtout, on se base sur l'échelle des temps géologiques. À un moment donné, quelqu'un a commencé à regarder les couches de la Terre, puis il a dit, bon, mais ça va être la couche primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Puis il dit, je vais lui donner tel âge, je vais lui donner tel âge, je vais lui donner tel âge. Là, je n'ai pas utilisé les gros mots scientifiques comme mésozoïque, puis paléozoïque, puis des choses comme ça. Mais donc, ils ont commencé à donner des âges avant même que la méthode de datation existe. Puis ils estimaient que c'était vieux de tel âge. Et ensuite, quand les méthodes de datation sont venues, étant tellement inexactes qu'au lieu de se baser sur la datation, ils se basent sur la couche puis sur les fossiles stratigraphiques, les fossiles d'indices qui sont dans les couches. On va avoir l'occasion de parler de ça. Mais donc, ça, c'est ce qu'ils pensent. Il y a 4,6 milliards d'années. La Terre, qui vient tout simplement de toute la poussière cosmique
qui à un moment donné a commencé à se rassembler ensemble, puis à développer de la gravité, à se mettre à réchauffer, puis à produire la Terre, à un moment donné, elle a commencé à se refroidir. Il a plu sur les roches de la Terre pendant des centaines de millions d'années. Puis dans cette grande soupe qui recouvrait la Terre, il y avait plein d'éléments chimiques. C'est alors que les éléments chimiques se sont formés dans cette grande soupe de l'ancienne Terre. Maintenant, non seulement ils se sont formés, mais ces éléments chimiques-là se sont joints ensemble pour former des molécules. Les molécules comme, par exemple, les acides aminés qui sont très importants dans les organismes vivants. Ensuite, les protéines. Ensuite, la molécule de l'ADN qui fait partie des gènes de toute espèce. Finalement, ça a commencé à produire des cellules vivantes. Et ensuite, tous les organismes se sont développés à partir de là. Puis ensuite, ces molécules-là se sont joints pour former les cellules vivantes. Donc, l'équation selon le modèle évolutif, c'est le temps plus la chance qui a donné la vie. On va étudier ça dans cette session-là, dans cette leçon-là. Est-ce que c'est vraiment possible? Ça semble logique. Hein, on parle d'éléments, puis on dit se sont rassemblés, puis se sont développés, puis finalement, les premiers organismes unicellulaires sont devenus plus complexes, puis là, tout est à partir de là, puis à travers les milliards d'années, on a toutes les espèces d'animaux sur la Terre. Puis ça a l'air très logique, surtout quand la personne qui le dit représente une grande université ou une grande revue scientifique ou est bien connue dans les médias. Ah, mais là, si ça passe aux nouvelles, ça doit être vrai. Ils disent toujours ce qui est vrai aux nouvelles. Hein, on doit accepter cela. Oui. C'est là qu'on voit que la parole de Dieu nous dit que l'Église des Béréens examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Parce qu'en tant que chrétien, on pourrait dire la même chose du prédicateur. Oui, de ne pas lire, puis juste d'écouter, puis dire, ben, c'est lui qui le dit. Donc, non, il faut voir. Mais de là, les gens, c'est ce qu'ils font à cause qu'eux le disent. Ah, c'est la Bible. C'est pour ça que j'aime citer des autorités dans les milieux chrétiens qui démontrent que ce n'est pas mes idées à moi. Moi, vous savez, je suis un perroquet. Moi, je suis un expert en rien. J'ai péri une approche multidisciplinaire dans mon éducation. Quand j'étais en train d'étudier la théologie, je voulais apprendre toutes les branches de la théologie. Je voulais toucher à tous les sujets de la théologie. Quand j'ai décidé d'apprendre l'apologétique, j'ai dit je vais apprendre l'apologétique logique, l'apologétique historique, l'apologétique biblique, l'apologétique scientifique, toutes les formes d'apologétique. Fait que moi, je ne suis pas un expert dans rien. Mais c'est pour ça que je cite constamment des experts, pour montrer que c'est exactement ce qui est nécessaire. Oui. Je veux juste rajouter, il faut avoir confiance là, en celui qui nous dirige. Là. En tant qu'épouse du pasteur, je ne mets pas... mais c'est ça. Puis je sais que tu le dis souvent. Il faut regarder, il faut lire, il faut prendre le temps. Puis, c'est juste exactement. Ça. Exactement. Mais parce que mon objectif, ça a toujours été le ministère. Si j'avais voulu m'en aller comme un conférencier, puis c'était ça le plan de Dieu pour moi, j'aurais pu me concentrer sur l'histoire de l'Église, puis enseigner dans une université chrétienne, puis faire des conférences sur l'histoire de l'Église. Non, moi, Dieu m'a appelé au ministère, donc je voulais être formé pour le ministère. Maintenant, le modèle créationniste est beaucoup plus simple que cela. Il n'y a pas besoin de tous les efforts naturels, toutes les modifications à travers le temps. On n'a pas besoin de se casser la tête avec toutes sortes de théories. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de toutes choses. Les choses qui sont visibles et les choses qui sont invisibles. Et le surnaturel qui vient de l'œuvre de Dieu lui donne toute la gloire, puis lui rend toute la grandeur qu'il mérite à cause de son œuvre. Vous allez voir quand on va regarder la complexité de la vie, la complexité des mécanismes vivants, vous allez voir que même avec toutes les tentatives de l'homme pour essayer de reproduire la vie, puis essayer de reproduire les organismes vivants, ça ne se fait pas. Même avec toute notre science, on n'est pas capable d'imiter l'œuvre du Créateur. Même en commençant avec les éléments, la matière première,
puis essayer de manipuler tout ça. Puis là, il y en a qui disent, ben, on crée bien des petits moutons là, avec le clonage. Non, on ne crée absolument rien. On manipule ce qui est déjà vivant pour pouvoir en produire un autre. Donc, on va regarder ça, puis on va donner toute la gloire à Dieu. Le débat, l'évolution ou la création comme cause de la vie. Cet auteur, qui est un spécialiste dans l'histoire de la science, dit « Qu'est-ce que la science dit actuellement sur la question des origines de la vie? » C'est ce qu'on veut connaître. Est-ce qu'il y a quelque chose, des indications à cet égard? Alors que nous examinons les idées propagées par les évolutionnistes, aussi bien que les idées du créationnisme scientifique, nous aurons une meilleure image du manque flagrant d'informations que nous possédons scientifiquement sur ce sujet. Et on parle de ça avec grande conviction dans les médias, mais dans le fond, on est tellement novices, même les grands scientifiques en face de la vie. On est tellement là, on ne connaît pas beaucoup de choses. Puisqu'il n'y avait personne de présente au commencement, chaque modèle pour les origines de la vie exige une grande quantité de foi lorsque la première matière et la première vie sont décrites. Les créationnistes expliquent l'origine de la vie comme apparaissant sur une courte période de temps. Les évolutionnistes insistent sur le fait que la vie se changea si lentement dans des formes plus complexes que le processus actuel de l'évolution ne peut être perçu par les humains. Et c'est pour ça qu'on dit, on ne voit pas de l'apparition spontanée, on ne voit pas des choses, des molécules qui se joignent ensemble et qui développent les premières cellules. On ne voit pas cela. Il faudrait qu'on vive des millions d'années au moins pour pouvoir voir ce processus dans la nature. Vous savez, c'est un des plus grands échappatoires de la théorie de l'évolution. Mais ça prend de la foi. Comme nous qui croyons que Dieu a tout créé, ça prend de même de la foi. Donc, deuxièmement, ce soir, les tentatives de créer la vie. Là, on rentre un peu plus dans le sujet. Est-ce que la vie fut créée en laboratoire? Est-ce qu'il y a eu un Frankenstein quelque part? Puis on a pris le levier, puis on a mis le courant, puis on a dit « Il vit! Il vit! » Est-ce que ça s'est vraiment produit? Est-ce qu'on a produit la vie? Vous savez, l'expérience la plus connue concernant la vie et où cette idée-là qu'on aurait produit au moins les éléments de base de la vie, c'est l'expérience d'un homme qui s'appelle Stanley Miller. Stanley Miller travaillait à l'Université de Chicago et en 1952, il a déclaré avoir produit les éléments de la vie. Mais là, quand les gens ont entendu ça, ça a parti comme de la poudre, puis ça s'est répandu dans les médias, ça a été institué dans la mémoire de l'homme. Puis ce qu'il a fait, M. Stanley Miller, c'est qu'il s'est posé la question, qu'est-ce que je pourrais mélanger ensemble pour avoir la vie? Là, il a dit, j'ai pensé à la Terre anciennement, quels seraient les éléments qui auraient existé sur la Terre, qu'est-ce qui aurait été nécessaire pour que la vie paraisse. Puis là, il a mélangé du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène et de l'eau. Puis ensuite, il a passé ça à travers des courants électriques pour produire, on a un petit récipient qui était réfrigéré ici, pour produire ce qu'il a appelé les premières acides aminés de la vie. Et on va parler un peu de cela. On va parler de son expérience. L'histoire de l'expérience de Stanley Miller est l'une des plus connues de toute la science moderne. Comme un jeune gradué de l'Université de Chicago, Miller voulait déterminer la composition chimique présente sur la Terre ancienne il y a des milliards d'années. Ainsi, Miller construisit un appareil en laboratoire qui contenait les gaz qu'il croyait être présents sur la Terre ancienne. Vous répétez l'année? 1952. Mais si on connaît un peu l'histoire de Stanley Miller, c'est que lui, il a vraiment dédié son temps à ce qu'on appelle la science de l'origine de la vie. C'est une des approches de l'évolution concernant les preuves scientifiques pour démontrer la validité de l'évolution. Puis donc, il y a des scientifiques qui travaillent en laboratoire, comme Stanley Miller, pour essayer de démontrer que la vie peut paraître à partir d'éléments non vivants, comme ces produits chimiques-là. Mais M. Miller, avant 1952, avait travaillé sur ce concept-là. Il avait fait pendant longtemps toutes sortes de tests
pour essayer justement d'amener les éléments nécessaires pour pouvoir produire la vie. Puis même après cet événement-là, 1952, il a continué à faire des tests. Puis en fait, il était un des pionniers pour la science de l'origine de la vie. Et depuis lors, il y a dans les laboratoires scientifiques des gens qui sont dédiés à essayer de produire la première cellule vivante en laboratoire pour démontrer que la vie peut se produire par un processus totalement naturel. Maintenant, quand les médias du monde ont entendu cela, là, notre structure de feuilles, malheureusement, ces feuilles-là, je les compose à chaque fois que je prépare une leçon, parce que je n'ai pas mes feuilles originales quand j'avais enseigné le cours. Je ne les ai pas trouvées, ça non plus. Puis ça fait quand même un bon bout de temps de cela. Donc, c'est peut-être plus un résumé que vous devez juste marquer sur la ligne. Par exemple, les médias du monde, moi j'ai marqué « c'est un succès ». Les éléments de la vie ont été faits en laboratoire. C'est un peu le résumé de ce que les médias du monde ont fait. Puis ils ont commencé ça à mettre ça dans les manuels scolaires, secondaires et aussi collégiales, pour dire qu'effectivement, on a créé la vie en laboratoire. Maintenant qu'on lit entre les lignes, on commence à faire un peu plus de recherche, on voit que c'est exagéré de dire ça. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Mais pour dire que, voyez-vous, ça aurait pu se produire par un processus naturel. Alors que les gaz circulaient dans le réservoir, des étincelles représentant l'éclair, parce qu'ils se sont dit que ça a pris une source d'énergie pour produire la vie dans cette soupe primordiale-là. Donc, représentant l'éclair, pourvurent l'énergie pour activer les réactions chimiques. L'expérience générale des composés organiques, incluant des acides aminés, les éléments même des protéines. Donc, c'est un court résumé, puis quand on lit d'autres écrits là-dessus, il donne encore plus de détails, mais toujours positifs, démontrant qu'effectivement, en laboratoire, on a été capable de créer la vie. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a créé de la vie en laboratoire? Ou même, est-ce qu'on a créé les éléments qui sont nécessaires dans un processus vers la vie? C'est ce qu'on va regarder dans cette leçon. Il n'y a aucun doute que les étapes les plus difficiles du processus de l'évolution sont celles incluses dans la transition de la non-vie à la vie. Puis même pour les évolutionnistes, alors qu'ils considèrent ça, ils disent que c'est une étape cruciale. Darwin, qui croyait à l'évolution, vous savez, il y a différentes définitions de l'évolution. Mais pour lui, l'évolution, c'était de partir de la non-vie et que ça puisse devenir quelque chose de vivant. Et ce qui était devenu vivant s'est développé dans toutes les espèces qu'on voit autour de nous. Donc Darwin croyait ça. C'est lui qui a popularisé en 1859 ce concept-là, que oui, effectivement, la vie pouvait paraître d'organismes, pas d'organismes, plutôt de choses non vivantes, pour pouvoir expliquer l'origine de toutes les espèces qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une étape importante. En fait, si on n'est pas capable de prouver que la vie peut apparaître par un processus naturel, tout le restant, c'est comme une maison, un château fait avec des cartes. Tu enlèves les cartes fondamentales, tout le château s'écroule. C'est pour ça qu'il faut se poser la vie pour se poser la question, est-ce que ça s'est produit? À partir de produits chimiques simples jusqu'à des systèmes autodépendants. Pourtant, si le modèle de l'évolution est valide, elles ont dû se produire par des processus naturels qui peuvent être expliqués par les mêmes lois de la nature qui agissent aujourd'hui. Donc, ça devrait être encore visible de nos jours. Bien que plusieurs scientifiques ont exprimé leur grande confiance dans une solution ultime à ce problème, le fait est que la solution n'est nullement à l'horizon, lorsqu'on est honnête envers les faits, et elle ne sera probablement jamais atteinte. Plusieurs personnes croient que les scientifiques ont actuellement été en mesure de créer la vie dans une éprouvette, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Le jour où les biochimistes vont pouvoir prendre les éléments de base, le carbone, l'oxygène, etc., et à partir de ceux-ci faire des acides aminés et ensuite des protéines et ensuite les molécules de l'ADN qui peuvent assurer leur reproduction et leur organisation future, tout cela sans l'ajout de matériaux déjà vivants est toujours bien loin de la réalité. Parce qu'effectivement,
on a été capable de faire, plus récemment que l'expérience de M. Miller, on a été capable même de composer des protéines. Les protéines, c'est une étape très importante vers la cellule vivante. Mais je vais vous expliquer un peu plus tard comment ils ont été capables de faire ça. Puis donc, c'est presque de la science-fiction rendue là. Les créationnistes croient que cette continuelle emphase sur la production naturelle et artificielle d'organismes vivants est grandement trompeur lorsqu'ils disent ça dans les médias. Aucun de ces phénomènes ne se produirait dans les conditions naturelles. Il n'y a aucune preuve scientifique que la vie peut venir de la non-vie. Et c'est pour ça, moi, ayant été formé comme ça dans les croyances chrétiennes, puis à un moment donné, j'avais embarqué, en m'en allant à Québec, j'avais embarqué quelqu'un qui faisait du pouce, un jeune homme à l'université, puis il était embarqué dans la voiture, puis à un moment donné, j'ai commencé à lui parler du christianisme, du salut. Là, il me dit, ben voyons donc, il dit, on n'a pas besoin de Dieu. On a déjà prouvé que toute l'évolution, c'est un fait. Toutes les étapes ont été démontrées scientifiquement. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, comme ça, vous avez créé en laboratoire de la vie. Il dit, ben oui, ça a été créé en laboratoire. J'ai dit, qui t'a dit cela? J'ai dit, ben mes professeurs à l'université. Ils m'ont dit que c'est fait. On a déjà créé la première cellule vivante en laboratoire. C'est totalement de la fausseté. C'est totalement du mensonge. Il prouverait plutôt qu'il est nécessaire d'avoir une concentration intense de planification extrêmement intelligente, ainsi que des appareils de laboratoire précisément contrôlés pour atteindre cet accomplissement. Vous vous souvenez de l'illustration du gâteau au chocolat que je vous ai présenté la semaine passée? C'est un peu cette illustration-là. C'est que, je vous disais, concernant certains processus de l'évolution, on essayait en laboratoire de prouver que ça pouvait se faire. Puis là, j'ai dit, c'est un peu comparé à vouloir faire un gâteau au chocolat, mais naturellement, sans intervention humaine. Donc, vous allez dehors, vous trouvez une grande pierre, vous amenez de la farine, vous amenez de la poudre à pâte, vous amenez les éléments nécessaires, le sucre, puis ainsi de suite. Là, vous mettez ça au soleil. Là, vous dites certainement, avec le temps, si les animaux ne viennent pas tous le manger, avec le temps, il va y avoir un beau gâteau au chocolat. Puis là, alors que le temps passe, vous voyez que les éléments ne se sont pas rapprochés. Fait que là, vous commencez à calculer, bon, là, ça prend tant de farine. Je vais mettre exactement ce montant-là. Puis là, ça prend tant de poudre à tarte. Puis là, vous ajustez de plus en plus, puis là, vous les collez un petit peu les éléments. Vous attendez encore un certain temps. Ben non, il n'y a pas de gâteau au chocolat. Et là, vous amenez un peu de liquide pour mélanger à cela. Là, vous attendez encore un peu. Il n'y a pas de gâteau au chocolat. Et là, finalement, vous amenez un petit four. Puis vous dites certainement, si je mets un petit four à côté, les éléments vont voler avec le vent, vont rentrer dans le four, ça va partir, ça va chauffer, puis là, je vais avoir un gâteau au chocolat. Finalement, ça ne s'est pas produit. Fait que là, vous prenez une petite cuillère, puis vous commencez à pousser tous les éléments dans le four, vous fermez le four, vous le branchez, vous pèsez sur Start, et là, certainement qu'il va enfin y avoir un gâteau au chocolat. Puis là, vous ouvrez ça après un certain temps, puis ça ressemble un petit peu à une forme là, de gâteau au chocolat. Hey! On a réussi à faire un gâteau au chocolat. C'est aussi farfelu que ça. Stanley Miller a essayé avec des éléments aléatoires, des produits chimiques aléatoires, et s'est aperçu que ça ne donnait absolument rien de bon. À un moment donné, il a commencé à contrôler un peu plus. Il a dit, je vais enlever tel et tel élément. Je vais mettre seulement des éléments que je sais que leur composition chimique vont peut-être permettre que des acides aminés se joignent ensemble. Là, il a encore essayé ça. Ça ne marchait pas. Il a continué à tester et à ajuster. Puis à un moment donné, oups, il est arrivé quelque chose qu'on va regarder dans un instant. Après lui, d'autres mondes ont pris les mêmes éléments, puis ont dit, bien là, on va les mettre dans les proportions qui sont nécessaires pour produire plus que ce que Stanley Miller fait. Puis là, ils ont commencé à calculer exactement les proportions, la pression, la chaleur, toutes les conditions qui étaient nécessaires pour que ça se joigne dans les acides aminés. Puis là, une fois qu'ils ont pris ces acides aminés-là, oui, effectivement, ils ont réussi à faire plus que Stanley Miller. Là, ils ont mis ça dans un autre appareil. Là, ils ont commencé à contrôler les effets, contrôler les réactions. Puis là, finalement, ultimement, ils ont commencé à avoir des formes de protéines. Mais c'est comme le gâteau au chocolat. À un moment donné, c'est plus le hasard.
À un moment donné, c'est l'intelligence. C'est ce que cet auteur-là, il dit, il faut que ça soit dans un laboratoire, il faut que ça soit contrôlé. Puis même là, ça nous donne des choses qui sont bien loin de la perfection des processus de la vie que nous avons autour de nous. Puis même si on réussissait dans un processus aléatoire à produire des protéines, ce qui ne s'est jamais produit, c'est bien loin de passer d'une protéine à une cellule vivante. On va regarder un peu plus tard les probabilités pour ces choses-là. Oui? Je rajouterais juste à ça, dans le cours de mes études, moi j'ai appris comment on produit des protéines en détail. C'est sûr, ça a été bien démontré. C'est loin d'être un processus simple. Puis chaque protéine a son code, puis chaque code a une séquence qui fait débuter la production de la protéine, une séquence qui fait terminer la production de la protéine. C'est vraiment très, très, très complexe comme processus. De mélanger des acides aminés ensemble. Mais c'est ce qu'on va voir alors qu'on regarde ces questions-là. Qu'est-ce qui s'est produit finalement dans ce laboratoire-là? Quels étaient les résultats? Le théoricien en information Hubert Yockey suggère que l'information nécessaire pour que la vie débute ne pourrait se développer par la chance. Et donc, c'est juste un exemple d'un spécialiste qui dit ça ne peut pas se produire dans des choses naturelles. En privé, plusieurs scientifiques admettent que la science ne possède aucune explication pour l'origine de la vie. Hey, on est bien loin là, de la vie qui a été produite en laboratoire. Un autre auteur dit « Il était accepté autrefois que la base de la vie serait très simple. La cellule, Darwin pensait, on ne connaissait pas la cellule à son époque, il pensait que c'était probablement juste du jello. Rien de plus que juste une substance uniforme qui était à la base de tous les organismes. On pensait que c'était très simple. La science fait toutefois des progrès énormes dans sa compréhension de comment la chimie de la vie fonctionne, ce qui paralysa les tentatives de la science d'expliquer les origines. Plus qu'il y a eu de recherches, plus qu'il y a eu de découvertes, plus qu'on a compris c'était quoi la microbiologie, c'était quoi les réactions chimiques, la biochimie, plus qu'on comprenait la complexité, plus qu'on se disait franchement, ça se complique. On n'a aucune raison de croire que ces choses-là se soient produites par le hasard. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est la main de Dieu même. C'était l'intervention du Créateur dans tout le processus. Parce que ça ne peut pas se produire naturellement. Plus de 30 ans d'expérimentation sur les origines de la vie. Encore là, cette branche-là de la science qui fait de la recherche sur les origines de la vie ont permis une meilleure compréhension de l'immensité du problème de l'origine de la vie sur Terre plutôt qu'une solution. Plus qu'ils apprenaient, plus qu'ils creusaient, plus qu'ils s'apercevaient que finalement, ils n'avaient pas de réponse. Maintenant, j'aimerais vous parler concernant Stanley Miller et cette expérience-là qu'il a faite. Puis les informations qu'on nous donne qui sont très biaisées dans les manuels scolaires, dans les médias, puis qui en fait sont complètement contredites par les résultats de Stanley Miller, de ce qu'il a fait dans cet appareil-là où il a commencé à faire tous ces tests, ces ajustements-là. Il a passé un courant électrique, puis finalement, il a vu tomber dans le récipient qui était gelé. Gelé parce que ces réactions-là se défont très facilement. Les liens là, moléculaires, bien sûr, donc il était obligé de les geler. Puis il a commencé à avoir une substance rouge. Tout autour du pot, il y avait quelque chose qui dégoûtait, ça ressemblait à du goudron. C'était extrêmement toxique. Mais le restant, ce qui tombait dans le milieu, ça avait l'air d'une structure. Là, il a commencé à utiliser les microscopes électroniques, à regarder ça. Puis il a identifié 2 ou 3 acides aminés qui sont connus dans les organismes vivants. C'est là qu'il a dit « Eureka! » C'est là qu'il a dit « J'ai réussi! » Il faut comprendre qu'il y a des milliers d'acides aminés. Puis pour faire des protéines, ça en prend 20. 20 acides aminés. Dans notre feuille en bas, ça dit 20 acides aminés qui sont nécessaires. Maintenant, Stanley Miller en a fait quelques-unes.
en contrôlant de plus en plus, en mettant juste les éléments qui pouvaient s'unir ensemble, en essayant de s'assurer que le produit final serait conforme à la vie. Il a réussi maintenant, il y a eu plein d'autres choses qui ont été produites. Mais il a réussi à faire quelques-unes de ces acides aminés-là. Il avait détecté quelques types différents d'acides aminés dans son expérimentation. Mais les organismes vivants en contiennent 20 sortes différentes. Donc, il avait un problème avec ça. Mais non seulement est-ce que les acides aminés, il y en avait seulement une partie de ce qui était nécessaire pour qu'un organisme produise des protéines. Parce que c'est ça, on s'en va vers la cellule, là. Il faut que quelque chose, à un moment donné, s'unisse ensemble pour produire une cellule, pour que la vie puisse se développer. Mais là, il n'y avait même pas, il y avait à peu près 1/10 de ce qui était nécessaire. Après des mois et des mois de tentatives et de suite. Mais non seulement cela, les acides aminés dans leur réaction chimique étaient gauchères et droitières. Maintenant, vous dites, moi je ne connais pas ça, là, la biochimie, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand j'ai étudié la biochimie, j'aurais pu vous dire à cette époque-là, je me souvenais très bien, c'était quoi la particularité des acides aminés gauchères et des acides aminés droitières, mais dans les organismes vivants, nous avons seulement des acides aminés gauchères. Stanley Miller, il y avait la moitié de ce qui était produit, juste quelques acides aminés qui fonctionnaient, mais ils étaient et à la fois gauchères et droitières. Puis les deux ne fonctionnent pas ensemble. Les deux s'éliminent. Les deux s'empêchent de s'unir pour faire des protéines. Les mêmes conditions qui auraient pu produire la vie. Ces mêmes conditions-là étaient en train d'éliminer la possibilité, étaient en train de détruire le processus de la vie. Oui, Chani? Gaucher, droitier, la chaîne carbonée est à gauche de l'azote ou à droite de l'azote. OK. Dans la molécule, C'est les deux. OK. oui, c'est ça. C'est qu'il y a toujours une portion de carbone en quelque part dedans. Là. Oui. Puis, OK, c'est ça. Merci, dans Chani. un univers tridimensionnel. Oui, Oui. exactement. Mais dans tous les organismes vivants, les acides aminés qui forment les protéines, qui sont utilisés pour former l'ADN, puis la cellule, puis les autres protéines, et ainsi de suite, ils sont toutes gauchères. Donc, en d'autres mots, c'était pas Eureka, c'était pas une victoire. Il y avait un gros problème. Je ne peux pas trier dans ça, je ne peux pas intervenir. Les protéines, comme celles trouvées dans les cheveux, dans les ongles des doigts, dans les muscles, dans la peau, dans tous les tissus vivants, sont faites d'acides aminés. Le fait le plus fascinant est que toutes les molécules d'acides aminés dans les organismes vivants doivent être gauchères. Donc, comme Chani l'explique, elle doit avoir cette structure-là. Pour les systèmes vivants, c'est une question de vie ou de mort. Encore une fois, on voit la main de Dieu. On voit un dessin intelligent, même dans la structure de la molécule des acides aminés, qui démontre que même à la base, Dieu est en train de nous dire, pourquoi il n'a pas fait de droitière? C'est Dieu qui a choisi ça. Mais Dieu est en train de nous dire, c'est moi qui est intervenu. C'est moi qui ai guidé le processus pour permettre la vie. Les gauchères seulement, les molécules que Miller a fait incluaient non seulement les gauchères, mais aussi une quantité égale d'acides aminés qui détruiraient la vie. Si seulement une acide aminé droitière entrait dans un enzyme, cette enzyme deviendrait inutile biologiquement. En d'autres mots, avec le temps, la chance et les propriétés chimiques inhérentes, il n'y aurait aucun espoir de produire la vie par cette méthode. C'est comme si Dieu a dit, écoutez, là, je mets un stop ici pour vous montrer que ça ne sert à rien d'aller plus loin dans vos expérimentations, dans vos expériences. Il faut absolument que ça soit contrôlé à ce niveau-là. Sinon, vous ne pourriez pas avoir de la vie. Et encore une fois, ça nous montre que ce n'est pas un processus qui est naturel. Vous savez, les scientifiques aujourd'hui peuvent faire beaucoup de manipulations au niveau biologique, beaucoup de manipulations au niveau moléculaire. Et là, ce qu'ils font, ces manipulations-là, ça donne des caractéristiques aux cellules qui se reproduisent pour aider dans l'adaptation d'un animal, aider dans l'adaptation peut-être d'une plante, bien sûr. Et là, on parle de l'intelligence du scientifique.
en faisant de telles manipulations. On en a fait des milliers de manipulations génétiques. En faisant ça, on se dit, hey, sont-tu intelligents ces gens-là pour produire ça, puis pour faire avancer la recherche scientifique, puis l'utilisation des éléments ou des animaux, peu importe ce qu'ils font. Mais quand on parle des choses de base qui sont déjà là, qui démontrent une grande intelligence, là, on ne peut pas parler d'intelligence. C'est totalement biaisé de penser comme ça. Vous savez, la règle numéro 1 dans le monde scientifique et académique, c'est qu'il ne faut pas parler du surnaturel. C'est une règle qu'il ne faut pas enfreindre, sinon on peut perdre notre emploi. Cette semaine, je regardais avec notre famille un scientifique de la NASA. Ça fait 15 ans qu'il travaille sur des projets d'envoyer des sondes. Là, je pense que lui, il s'est surtout concentré sur Neptune, la planète Neptune, puis les lunes de la planète Neptune. Un des grands scientifiques, un des grands analystes, qui est un chrétien évangélique, qui n'a jamais eu peur de dire qu'il croyait à la parole de Dieu. Puis à un moment donné, il a mentionné, alors qu'il partageait des informations à des étudiants qui étaient en train d'être formés pour la NASA, il a enseigné que c'est évident que le monde qui nous entoure démontre une grande intelligence. Puis là, une des personnes a demandé, il dit, est-ce que tu parles d'un dessin intelligent derrière la nature? Il dit, oui, exactement. Ils ont fait une plainte que quelqu'un essaie de pousser sa religion dans la science. Puis finalement, il a perdu son emploi. Après 15 ans de travail à la NASA. On a eu ça cette semaine, c'était dans les médias américains. Mais cette idée-là qu'on regarde la complexité, on regarde la beauté de la création, même avec les yeux que Dieu nous permet d'avoir au niveau moléculaire, puis au niveau atomique maintenant, et même on va plus loin que l'atomique. Mon garçon, il connaît tous les termes, là, des choses qui sont plus petites que l'atomique, puis il est content de me le partager parce que moi, je ne les connais pas. Mais quand on voit de plus en plus profond, on voit toujours une exactitude incroyable. Vous vous souvenez lorsqu'on a parlé de l'argument téléologique la semaine passée? L'intelligence qui est évidente derrière toute la création. Puis ça se voit au niveau de... Oui? Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, c'est comme si on allait en Chine, puis qu'on prenait tous les Chinois, puis qu'on les mettait dans un endroit, puis qu'on disait qu'on était capable de retirer tous ceux qui sont gauchers qu'on a besoin, parce qu'il y en a plus, tous ceux qui sont gauchers qu'on a besoin, puis qu'on est capable de les mettre dans les paires nécessaires pour faire un genre de... juste un groupe de personnes qu'on a besoin pour faire exactement une tâche précise. C'est ça? C'est comme si le Miller, oui, les acides aminés, c'est si, aussi farfelu. Oui, mais si on rajoute que si on laisse ces Chinois-là ensemble, les droitiers et les gauchers, ils vont s'entretuer. C'est ça. C'est à peu près ça. Cette idée-là que finalement, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Mais non seulement ça, dans vos notes à la page 2, des acides aminés gauchères en haut au point B. Ensuite, deuxièmement, il n'y a eu aucun polymère ou protéine. Moi, je dis, pasteur, c'est des grands termes, là, ce soir, je connais ça. Polymère, c'est une agglomération d'acides aminés ou un regroupement. Les acides aminés ont des caractéristiques qui font qu'elles aiment ça se placer ensemble, puis former des molécules plus grosses. Puis d'ailleurs, c'est les acides aminés qui produisent les protéines, ou c'est-à-dire c'est grâce aux acides aminés dans le processus de l'ADN qu'on peut avoir des protéines. Mais alors qu'ils faisaient ces tests-là, juste en passant, les tests subséquents n'ont jamais été capables de produire seulement des acides aminés gauchères. On ne peut pas contrôler ça. C'est impossible. Même essayant de faire de notre mieux, on ne peut pas contrôler ça. Il fallait que ce soit des acides aminés gauchères qui soient produits déjà à la base pour que ça puisse fonctionner. Fait que dans la nature, encore moins que les scientifiques, la nature ne pourrait pas produire ça. Mais non seulement ça, avec les tests, on s'apercevait, comme M. Stanley Miller, qu'il n'arrivait jamais à avoir une agglomération ou un regroupement pour que les acides aminés puissent fonctionner ensemble. Non, ils s'éliminaient au contraire. Ils avaient tendance à attirer les opposés, puis finalement, ça ne produisait rien. Donc, il n'y avait aucune
protéines qui se formaient. Dans la nature autour de nous, je veux juste vous citer cet auteur-là, la deuxième limite de l'expérience de Miller fut qu'il n'obtint aucun polymère d'acide aminé, ni des peptides, ni des protéines. Puis là, on pense à ça, puis on dit, si c'est tellement évident, si c'est tellement remarquable ce qui a été fait par les scientifiques, pourquoi, lorsqu'on regarde les détails, on ne s'aperçoit pas que juste des acides aminés gauchers sont apparus? Il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas d'autres sous-produits toxiques. On avait, ça s'est tout de suite fait. La nature même des produits chimiques est prête, est disposée à la vie. On fait juste un petit peu un contrôle, puis pouf, on a les acides aminés. Puis non seulement ça, les acides aminés commencent tous à se placer ensemble. Toutes les catégories d'acides aminés viennent toutes se joindre. Puis là, on regarde ça devant nos yeux, puis waouh! On a une protéine. Puis non seulement on a la protéine, mais la protéine commence à agir pour pouvoir finalement se joindre à d'autres acides aminés, puis former la chaîne elliptique qu'on appelle l'ADN, puis ensuite commencer à reproduire d'autres protéines, puis ensuite à reproduire finalement une agglomération de protéines dans les cellules, puis tout ça. Puis waouh, c'est comme tout déjà programmé. Non, c'est totalement le contraire. On ne voit pas cela dans la nature autour de nous. Il n'y a aucun polymère qui s'est fait maintenant depuis, effectivement, en contrôlant exactement les acides aminés qu'on veut, qu'on connaît dans les réactions. Là, on les met dans ces réactions-là, puis oui, on forme des protéines. Mais comme Shani le disait, c'est plus du tout un processus naturel. C'est totalement contrôlé par une intelligence. Et là, on est capable de faire même des protéines et des polymères, mais ce n'est plus dans la même catégorie, finalement, que ce qu'on voyait au début. Maintenant, je veux juste vous parler un petit peu de la protéine. Parce qu'il faut réaliser quelque chose concernant la protéine et la question de l'ADN. Lorsqu'on regarde dans les organismes vivants, on a des codes d'information très complexes qui font partie de nos organismes. Dans les cellules, on a ce qu'on appelle les gènes ou les codes de l'ADN. C'est ça qui a déterminé que Rachel, tu aurais un visage comme tu as là. Que Rachel, tu allais avoir les yeux comme tu as là. Que tu allais avoir la couleur de cheveux, que tu allais avoir la grandeur. Tes cellules sont venues toutes préprogrammées pour donner Rachel, exactement Rachel. Mais il faut comprendre que pour se rendre à la cellule, ça prenait des protéines et de l'ADN. C'est ce qu'on trouve dans les éléments vivants. Non seulement est-ce que les recherches scientifiques et les expériences ne donnent pas les bons acides aminés, en plus de ça, ils ne sont pas capables de produire réellement des protéines, mais ces protéines-là, où est-ce qu'elles auraient pris l'ADN de l'information pour se placer de telle manière qu'elles seraient capables finalement de s'unir et de faire partie de la cellule? Vous savez, c'est totalement farfelu parce qu'on n'a rien comme explication d'un processus qui permettrait ça. Parce que et l'ADN, et les protéines, et les cellules doivent être existantes pour que le tout puisse fonctionner. On appelle ça un système irréductible. Irréductible, c'est-à-dire si on réduit un seul des éléments, il n'y a plus rien qui marche. Alors, je vous donne un exemple d'un système irréductible. Après ça, regarde ta question, Rachel. Un système irréductible, un piège à rat. Si vous enlevez le ressort, le piège ne fonctionnera pas. Si vous enlevez le bras de contrôle, le piège ne fonctionnera pas. Si vous enlevez l'élément qui rend sensible avec la nourriture, le piège ne fonctionnera pas. Si vous enlevez la plaque, le piège ne fonctionnera pas. C'est drôle, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas, un piège à rat? Mais c'est un système irréductible. On ne peut pas. Les composants sont tous nécessaires pour que ça fonctionne. La vie autour de nous est remplie de systèmes irréductibles qu'on ne peut pas justifier par un processus naturel de l'évolution. Ça prend de l'intelligence, ça prend de la structure. Oui, Rachel? Oui, ça me fait penser, il y a une petite fille, je faisais des écouter nouvelles, qui a fait une sorte de leucémie, puis il avait donné du sang de cordon. Elle a été comme guérie 2 fois. Mais là, c'est pour montrer comment ce que Dieu, sa grandeur est. Il a fait affaire une banque mondiale pour qu'elle aille de la moelle épinière. Puis ils ne l'ont pas trouvé encore.
Puis les autres contactent mondialement quelqu'un là, qui pourrait être de son même type. Ils l'ont même pas trouvé encore. C'est là qu'on voit comment ce que Dieu peut être grand, là, puis il continue d'en demander parce qu'il faut qu'il sauve la vie à cette jeune Ils fille-là. ont même une ligne téléphonique. Oui, ils ont une ligne téléphonique, hein, je pense. C'est là, ça me revenait tout, là, pendant que vous parliez de ça. Je dis, hey, tu sais, il faut que ça soit vraiment là, quelque chose. Là, comment est-ce que la personne elle peut être unique? Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas personne de Il n'y a pas personne à date, là, puis comment? Ni de loin, ni de près. Depuis 2 semaines, hein, que le monde n'arrête pas de faire des tests, puis ils n'ont pas trouvé encore la personne. La précision, hein, La de précision. l'organisme, pour pas que ce soit un rejet Oui, lors de l'opération. puis même de la pas les parents transfusion, sont même puis- pas compatibles. Mais ce que je veux vous dire en parlant de la protéine et de l'ADN, c'est que je veux juste vous faire réaliser que pour que les acides aminés se joignent ensemble, puis fassent une protéine, et que les protéines puissent interagir, puis développer d'autres protéines, tout ça, ça prend de l'information. Cette information-là a été découverte dans les années 50. C'est ce qu'on appelle la cellule de l'ADN. Et l'ADN, c'est elle qui contient tous les codes pour permettre la production des protéines. C'est pour ça qu'en essayant de le faire naturellement, sans avoir le code d'information, c'est comme essayer de regarder son ordinateur et dire à l'ordinateur, je veux que tu imprimes ce fichier-là. Puis tu ne pèses pas sur le piton print pour que ça imprime. Ça ne marche pas. Il faut que les choses soient programmées. Puis l'ADN est nécessaire. Alors on se pose la question, mais si ça s'est produit dans un processus naturel, d'où vient l'ADN? Parce que l'ADN avait besoin des protéines pour pouvoir exister. L'ADN est rempli de tous les acides aminés, les protéines. Et les protéines avaient besoin de l'ADN pour être formées. Les deux sont interdépendants. Donc, c'est pour ça qu'après toutes ces années-là, ils n'ont jamais été capables, sans donner l'information nécessaire, sans gérer le processus, ils n'ont jamais été capables de produire des protéines naturellement. Dans tous les systèmes vivants, incluant les virus, le plus intéressant exemple de molécules fonctionnant ensemble vient du fait que l'ADN pourvoit les codes d'information pour faire les protéines. Les combinaisons de ces molécules dans l'ADN ou les gènes déterminent l'ordre des acides aminés pour faire chaque protéine, comme Shani le mentionnait. Ceci est accompli d'une manière complexe, efficace et hautement spécifique. Vous savez, la cellule humaine est plus complexe qu'une grande métropole. Dans toutes les usines, dans toute la production qui est faite, dans tous les mécanismes, c'est hautement complexe. Là, on a des trillions de cellules dans notre corps, n'est-ce pas? Puis toutes ces cellules-là ont ces codes-là pour permettre au corps de fonctionner, pour permettre à la gestion moléculaire. C'est des usines extraordinaires. Et l'information est déjà là dans les usines pour dire exactement quelle réaction, quelle énergie qui est nécessaire, quel sous-produit doit être agencé, tous les détails. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est moi. Allô? Vous n'êtes pas capable de voir? C'est moi qui est derrière tout cela. C'est moi qui est en charge. Pensez-y, pour faire une protéine, une cellule doit utiliser 70 protéines spécifiques. Parce qu'elle utilise des protéines, des parties des protéines pour pouvoir former les nouvelles protéines qui furent construites nécessairement par l'ADN. Et un approvisionnement constant d'acides aminés, d'énergie et d'enzymes spécifiques pour chacune de ces acides aminés. En plus de ce fait, nous découvrons quelques données étonnantes. Premièrement, parmi elles, il doit y avoir environ 20 protéines de présentes dans la construction de la molécule de l'ADN. Ça prend 20 protéines pour faire l'ADN. L'ADN est nécessaire pour faire les protéines. Donc, c'est lié ensemble. Toutes les réactions, tout le fonctionnement de production est lié ensemble avec la protéine pour pouvoir produire les effets de l'ADN. Donc, cet auteur dit, deuxièmement, et de même ordre d'importance, est le fait que ces protéines enzymes, d'après tout ce qu'on comprend, doivent avoir été formées antérieurement par l'ADN. Maintenant, si les protéines ou les enzymes sont codées par l'ADN, alors lequel est apparu le premier dans le processus évolutif?
la protéine ou l'ADN. Ça prend absolument de l'information. Ça prend absolument les codes génétiques pour pouvoir permettre à la vie de continuer, de se réparer, de se multiplier, permettre l'existence de toutes choses. La molécule de l'ADN a non seulement des informations requises pour la synthèse des molécules spécifiques des protéines nécessaires aux cellules, mais aussi pour sa propre réplique. Ainsi, la reproduction et l'héritage dépendent directement de cette molécule remarquable, telle qu'organisée différemment et spécifiquement pour chaque sorte d'organisme. Encore quelques autres exemples. Le fait que dans tous les organismes vivants aujourd'hui, les processus de la réplique de l'ADN et de la transmission efficace de son code exigent des enzymes extrêmement précis et en même temps, les structures moléculaires de ces mêmes enzymes sont spécifiées précisément par l'ADN lui-même, pose un mystère évolutif remarquable. C'est pas un créationniste, là. Il dit vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça prenait de l'intelligence, ça prenait un plan, ça prenait quelqu'un qui agisse. Est-ce que le code et le moyen de le produire apparurent simultanément dans l'évolution? Il semble incroyable qu'une telle coïncidence se soit produite en considérant l'extraordinaire complexité des deux côtés. Le dimanche soir, dans quelques semaines, quand on va finir l'Épître de Jean, je vais enseigner une série qui s'intitule « Ça prend trop » ou « Je n'ai pas assez de foi pour être un athée ». Puis un des éléments qu'on va regarder, c'est l'apparition de la vie. Puis un athée me dit que Dieu n'existe pas, puis que la vie est apparue sans Dieu. Et c'est incroyable de penser cela, qu'une telle coïncidence se soit produite en considérant l'extraordinaire complexité des deux côtés. Ce casse-tête aurait été interprété par un prix darwinien comme la plus puissante sorte de preuve pour la création spéciale. Vous savez, ça n'arrive pas souvent qu'on a des scientifiques qui sont prêts à l'avouer. Avant l'époque du rationalisme, alors qu'on regarde dans l'histoire du monde, la plupart des peuples, lorsqu'ils n'étaient pas influencés par les théories de l'évolution qui étaient déjà populaires dans les peuples antiques, regardaient le monde autour d'eux et disaient « Wow, quel grand créateur! » Puis ils ne connaissaient pas ces détails-là. Là. Ils ne savaient pas, il n'y avait aucune idée qu'est-ce que la molécule avait de l'air, comment ça fonctionnait, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pendant le Moyen-Âge qu'on a commencé à aller déterrer les cadavres des défunts pour les amener sur des tables, puis les décortiquer pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Puis les gens, ils le voyaient quand quelqu'un se faisait tuer ou quelque chose, puis il voyait une coupure, il regardait un petit peu, il était curieux, puis il voulait voir un petit peu à l'intérieur, puis c'est pendant le Moyen-Âge qu'on a commencé à dire qu'il faut connaître l'anatomie si on veut vraiment aider les gens. Et c'était tabou. Il ne fallait pas toucher au corps des défunts. Fait qu'il était obligé, comme Michel-Ange, il était obligé d'y aller pendant la nuit, puis déterrer des morts, puis les amener, puis faire des dessins, puis des sketchs de l'anatomie, puis ainsi de suite. Mais encore moins, est-ce qu'on aurait connu les molécules? Est-ce qu'on aurait connu l'ADN? Tous ces détails extraordinaires. Même si une telle molécule pouvait se former par la chance, elle ne pourrait jamais se reproduire elle-même. Le fait que la molécule d'ADN est nécessaire pour la reproduction et qu'elle ne peut qu'opérer dans la présence d'une protéine qu'elle avait précédemment spécifiée et organisée semble être un obstacle insurmontable dans cette phase vitale de l'évolution. De plus, l'idée de joindre des acides aminés ensemble pour former des protéines par une activité biologique utile est un problème chimique beaucoup plus difficile que de former des acides aminés en première place. Donc, à cause, ça prend l'information. Ce n'est pas juste de mettre des produits chimiques. Donc là, il faut coder les choses pour pouvoir voir la protéine. La nature n'aurait jamais été capable de le faire. Quand on va regarder les statistiques et les probabilités, on va voir des chiffres incroyables. Une chance sur 10 à la 40 000 qu'une cellule humaine se soit produite par elle-même. Une chance sur 10 avec 40 000 zéros après. Juste vous donner un exemple de ça, c'est totalement farfelu. Je n'ai pas assez de foi pour croire en ça. Je n'ai pas assez de foi pour mettre ma confiance en ça. Et dans le fond, l'expérience de Miller, c'est un échec.
ça n'a pas prouvé du tout que la nature peut produire la vie. Puisque l'image de l'étang d'acide aminé dissous de 1000 ans sous une atmosphère réduite a été discréditée. Vous savez que dans les médias, on nous cite, on nous présente les grands, si on pourrait dire, les grands prophètes de l'évolutionnisme, comme Richard Dawkins, que je mentionne une fois de temps en temps, l'éminent biologiste là, de Harvard University ou de... Non, je pense qu'il vient de l'Angleterre. En tout cas, donc lui, il est bien connu. Oui, Oxford, c'est ça. Puis donc, on va le citer, lui. On va parler, puis on va faire des reportages à son sujet, puis ses croyances, puis ainsi de suite. Mais dans les médias, on ne cite jamais des études scientifiques plus approfondies qui sont faites pour parler aux autres scientifiques de ces questions-là. Puis démontrer finalement qu'il n'y a pas un bien fondé derrière ces croyances-là. Mais lui, il a dit, franchement, là, si on est honnête, les microbiologistes n'y croient même plus à 1000 ans. Ils ne croient même plus que ça s'est produit, que c'est valable, finalement, ce qu'ils ont fait. Puis il dit, une nouvelle image est venue prendre sa place. La nouvelle image présente la vie comme apparaissant dans un petit trou chaud, profond et noir dans le fond de l'océan. Donc, c'est plus sur le dessus de cette grande soupe-là que finalement l'éclair aurait frappé. Probablement que c'était dans le fond, la pression, puis il est arrivé quelque chose dans le fond noir, là. Puis on va voir que ça, c'est impossible parce que les acides aminés ne doivent pas être en contact direct avec de l'eau pour produire des protéines. Ça annule la capacité que les acides aminés ont de se joindre ensemble. Mais ça, c'est une autre hypothèse qui n'a pas réglé du tout la question. Un autre auteur a dit « Les explications terrestres sont impotentes et non viables. » Puis lui, sa proposition, c'est que c'est des extraterrestres qui sont venus sur la Terre antique. Pas Dieu, par exemple, mais un dessin intelligent extraterrestre qui est venu mettre ça sur la Terre. Qui l'a fait l'extraterrestre. Oui, c'est ça. La chimie, On va s'en alors, sortir un peu, hein? n'est pas notre ancêtre. Elle est notre problème, un autre auteur dit. Dernièrement, toutes les discussions présentes sur les théories principales ou sur les expériences dans ce champ, la question des origines de la vie, se conclut soit par une impasse ou par la confession de l'ignorance. Puis quand les scientifiques sont honnêtes, sont prêts à en parler, eux ne diront pas hey, « c'était Eureka avec Miller », puis après ça, toutes les années, les décennies après, non, on s'aperçoit qu'on n'a aucune explication, aucune réponse concernant ça. La semaine prochaine, on va regarder les probabilités pour la vie. Avec ce qu'on connaît maintenant, on va voir finalement que ça prend beaucoup de foi d'accepter ce que le monde nous propose pour l'origine de la vie. Et souvent, c'est tellement plus facile de croire à la vérité que d'essayer d'être dans le complot. Donc, on va s'arrêter avec ça ce soir.